Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo hors série consacrée à la valeur intrinsèque de Bitcoin. On va regarder ensemble, essayer de regarder ensemble un petit peu comment on peut valoriser la blockchain Bitcoin à l'heure d'aujourd'hui, quels sont les outils, les instruments qu'on pourra utiliser et quelle définition on va pouvoir tirer de ces différentes hypothèses. Je vais diviser la vidéo en 4 parties, donc qui va résumer 4 hypothèses. La première concernera donc une assimilation de Bitcoin à une monnaie, donc c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au marché des devises, comment est structuré le marché du forex, là où s'échangent les différentes devises qu'on connaît aujourd'hui, euro, dollar, yen. Dans un second temps, on va s'intéresser aux frais de transaction. On va regarder comment on pourrait évaluer la valeur de Bitcoin via les frais de transaction qui sont émis sur la blockchain. En troisième point, on va s'intéresser à la valeur de production d'un Bitcoin, donc c'est-à-dire combien coûte un Bitcoin à produire. On va essayer de décortiquer un petit peu ça, puis voir si on peut en tirer quelque chose. Et en quatrième point, on va s'intéresser à la taille du réseau. Donc la taille du réseau, est-ce que c'est une possibilité, un petit peu comme les réseaux sociaux, de valoriser un réseau par son nombre d'utilisateurs. En introduction, il est bon de rappeler que chaque définition va impliquer une fonction à Bitcoin, c'est-à-dire que si on choisit une définition plutôt qu'une autre, on va considérer Bitcoin comme un actif, comme une entreprise ou alors même plutôt comme une monnaie. Donc on va regarder ensemble tout ça, puis je vais vous expliquer un petit peu l'idée que je m'en fais et ce que j'ai pu retrouver dans mes différentes recherches. Donc, la première hypothèse, ce serait donc de regarder Bitcoin comme une monnaie, c'est-à-dire que Bitcoin est une monnaie, il assume les trois fonctions de la monnaie. Les fonctions de la monnaie qui sont donc intermédiaire d'échange, unité de compte et réserve de valeur. Les trois en même temps. Dans ces cas-là, pour savoir un peu comment on pourrait valoriser Bitcoin de manière intrinsèque, il va falloir qu'on s'intéresse à comment est valorisée une devise traditionnelle. Et donc là, il va falloir qu'on s'intéresse au marché du forex. Les marchés du forex, ils obéissent à deux grandes lois, les volumes d'échange et l'intérêt. Donc les volumes d'échange, c'est assez simple, je pense que tout le monde comprendra, c'est ce qui représente en fait la liquidité, c'est-à-dire que plus il y a de volume, plus vous pouvez rentrer ou sortir d'une monnaie sans impacter son cours. Et donc plus le marché sera ouvert à tous les types de portefeuilles. Le deuxième point, donc, c'est l'intérêt. L'intérêt, donc, c'est les banques centrales qui le définissent. Ça, il n'y a pas pour Bitcoin, mais c'est important de le savoir quand même. Quand l'intérêt est faible, le crédit est incité puisqu'il est peu cher, et l'épargne est désincitée puisqu'elle est peu rentable, et inversement. Quand l'intérêt est élevé, le crédit est désencouragé puisqu'il est très cher, et l'épargne est encouragée puisqu'elle est très rentable. Et donc, comme je vous dis, sur Bitcoin, on n'a pas de centrale institutionnelle qui émet un taux d'intérêt. On a ce qui s'en rapproche le plus, qui est donc le lending. Le lending, c'est-à-dire que vous allez laisser une certaine somme en séquestre auprès d'un exchange, par exemple Poloniex, c'est ça. Et vous serez rémunéré à un certain taux qui dépendra du sentiment de marché. Plus le sentiment est baissier, plus on aura tendance à vous donner un taux important, puisqu'il sera risqué pour vous de laisser en séquestre vos bitcoins. Mais c'est pas un système institutionnel, c'est vraiment un truc qui est pour le moment assez marginal même. Donc pour le coup, pour Bitcoin, on pourra s'intéresser pour le moment uniquement au volume. Volumes qui ont nettement baissé depuis le pic euphorique des 20 000 $ et qui commencent tout doucement à revenir. Il va falloir regarder, savoir si ça peut se stabiliser et puis commencer à déceler un petit peu toutes ces histoires de faux volumes qui tournent, qui sont pour le moment des rumeurs ou même des fois des recherches assez poussées autour de Bitcoin et des différents échanges de crypto-monnaies. On en parlera dans une prochaine vidéo de ces hors-série. Et donc pour le moment, on n'a que ça. Et il est difficile d'illustrer le propos, c'est juste que comprenez que le volume sera l'outil majeur de mesure de la valeur de Bitcoin. Donc voilà pour la première théorie. Maintenant on va passer à la seconde théorie qui concerne donc les frais de transaction. Donc là on ne s'attache plus à considérer Bitcoin comme une monnaie mais comme un produit fonctionnel. Un peu comme une lettre de change, ce serait une entreprise de lettres de change, une sorte d'entreprise de change. On pourrait l'assimiler un petit peu à Western Union par exemple, pour faire une comparaison grossière. L'idée ici c'est qu'il ne servira uniquement que d'intermédiaire d'échange. L'objectif de Bitcoin serait donc de transférer des fonds d'un point A à un point B, d'une personne X à une personne Y. Et donc pour valoriser cette entreprise, il sera intéressant de regarder les frais de transaction qui sont cumulés, donc qui sont engrangés par les mineurs de Bitcoin et donc qui représentent en quelque sorte le chiffre d'affaires de l'entreprise Bitcoin. Alors attention, entreprise, on pourrait appeler ça une entreprise 3.0, sans cadre juridique, sans centralisation administrative, ni quoi que ce soit. Le concept de Bitcoin, qu'il soit libre, open source et décentralisé. Et donc par exemple, si on prend les frais de transaction du mois d'août et de septembre et qu'on les applique à l'année, sur une année, sur un exercice, on est environ à 20 bitcoins récoltés par jour, avec un bitcoin à 6500 $. Ça nous donne environ 50 millions de dollars de frais de transaction récoltés chaque année. Donc on aurait un chiffre d'affaires potentiel de 50 millions de dollars pour Bitcoin, avec un Bitcoin à 6500 $. Maintenant qu'on a fini avec la deuxième hypothèse, on va s'attacher à regarder la troisième hypothèse, qui serait donc de considérer Bitcoin
comme un actif, une matière première non physique, une matière première digitale, un petit peu comme un or 2.0. Donc là, son modèle, il sera axé autour des coûts de production, des coûts d'extraction, des coûts de recherche, etc. Un petit peu comme l'or ou le pétrole ou des matières qui sont rares et qui sont en quantité limitée. Et donc théoriquement, ce coût de production d'extraction d'une matière rare, il est amené à augmenter de manière exponentielle, puisque plus on va extraire de Bitcoin, plus il sera compliqué d'en extraire de nouveau. Et donc plus ce sera coûteux. Une fois ça mis en place, on peut s'intéresser du coup à la production de Bitcoin. Donc la production de Bitcoin, elle se fait par le biais d'ASICs, qui sont donc des ensembles de cartes graphiques conçues spécialement pour résoudre l'algorithme de Bitcoin, et donc pour miner Bitcoin. Donc cette production, je pense que vous l'aurez compris, elle donne lieu à de la recherche et du développement, la R&D, puisqu'il faut bosser, il faut travailler sur ces algorithmes qui puissent être les plus performants, les plus efficaces, face à des cartes graphiques entre guillemets standards. Donc dans un second temps, après les coûts de recherche, on a donc les coûts matériels, tout simplement. Un ASIC, ça coûte de l'argent, les cartes graphiques, ça coûte de l'argent, et ces matières ne font qu'augmenter, puisque forcément la demande a explosé avec la ruée vers l'or 2.0 qui a été le minage. Donc on a ce coût-là également à prendre en compte. Et le troisième coût, qui est sans doute le plus important et le coût primordial, c'est l'électricité. Combien coûte un Bitcoin en moyenne à produire en électricité, et selon la région. Pour la partie recherche et développement, il faut savoir qu'on peut, entre guillemets, considérer qu'aujourd'hui la recherche et le développement sur Bitcoin sont externalisés pour ce qui concerne le minage. Puisqu'on a Bitmain, donc, qui est la plus grosse entreprise de minage au monde, qui vend des ASICs tout faits et qui donc fait les recherches en amont sur les différents algorithmes. Et donc ça, il faut savoir que ça représente, Bitmain représente 80% des parts de marché des outils de minage. Donc c'est-à-dire, un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or, Bitmain sont les vendeurs de pelles et ils représentent 80% du marché des vendeurs de pelles. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à regarder ce qui concerne l'électricité. Et donc pour l'électricité, il y a une étude de je ne sais plus quel pays, je vous la mets en description dans tous les cas, qui considère que le prix pour un bitcoin en électricité peut varier selon les régions du monde, entre 550 $ pour le moins cher jusqu'à 26 000 $ pour le plus élevé. Donc comme vous voyez, c'est extrêmement variable. C'est compliqué de sortir une mesure, comme j'ai pu en voir beaucoup dans beaucoup de journaux spécialisés, qui disent entre 5 et 7 000 $. Par exemple, même JP Morgan considère que le prix d'un bitcoin est entre 5 000 et 7 000 $ pour l'extraire. Ça me paraît un peu hâtif comme conclusion et un peu facile comme raisonnement. En dernier, quatrième point, donc je vais vous parler de la taille du réseau. Bitcoin qui serait donc valorisé en fonction de son nombre d'utilisateurs, selon une loi qui est assez connue et qui a une quarantaine d'années, qui est la loi de Metcalfe, qui considère, et donc Metcalfe qui a été un des inventeurs de l'Ethernet, qui a tout de suite cherché à valoriser les entreprises de réseau digital, que ce soit les réseaux Internet, réseaux téléphoniques cellulaires, réseaux sociaux aujourd'hui. L'objectif en fait c'est de considérer que les réseaux sont valorisés par leur nombre d'utilisateurs, qui plus il est nombreux, plus il peut amener du monde en plus. Donc ici Bitcoin ça va être donc une entreprise de réseau, un peu comme dans notre deuxième hypothèse, mais non plus valorisé pour des chiffres bruts de valorisation de transactions, mais pour le nombre de personnes qui sont sur le réseau. En fait l'idée ici elle est assez simple. On va juste partir du principe où l'attrait principal d'un réseau, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont dessus, les probabilités que moi, en tant qu'individu, je puisse retrouver des choses qui m'intéressent, des gens que je connais, que j'aime, sur ce réseau. Et donc Metcalfe a considéré que on pouvait valoriser le réseau via son nombre d'utilisateurs de telle sorte que sa valeur elle serait égale au carré du nombre d'utilisateurs présents sur le réseau. Donc par exemple, si deux nouveaux entrants arrivent sur Bitcoin, on pourra considérer que le réseau augmente de 4. Je vais vous donner un exemple simple avec Facebook. Regardez un petit peu, par exemple, au début de Facebook, vous avez eu un premier ami qui s'inscrit sur Facebook, un second, un troisième, un quatrième. Au fur et à mesure, l'intérêt en vous a grandi. Vous vous êtes dit, voilà, il est temps pour moi aussi d'avoir ma participation, que je m'intègre dans ce réseau. Et c'est en fait, c'est ça on essaie d'extraire cette logique dans la loi de Metcalfe. C'est à quel point l'augmentation du nombre d'utilisateurs peut augmenter la valorisation, la possibilité d'avoir encore d'autres nouveaux utilisateurs. Et là, je reste sur l'exemple de Facebook. Je vous invite à regarder l'évolution de l'adoption des différentes utilisations de Facebook. Ça a commencé d'abord par les jeunes, puis au fur et à mesure, les jeunes ont été de plus en plus nombreux au travers des différents pays, puis l'âge a avancé, on a eu des gens de plus en plus âgés sur Facebook, et en fait c'est cette loi qui se met en place, c'est tout simplement le fait que plus il y a de personnes qui utilisent Facebook, plus le réseau devient intéressant, et plus il paraît indispensable. Et en fait, on pourrait valoriser Bitcoin de cette manière-là. Encore une fois, là, pour cette hypothèse-là, ça va être compliqué de donner une valeur précise issue de cette logique,
puisqu'on a énormément de wallets qui sont vides, de portefeuilles Bitcoin qui sont vides, inactifs ou donc complètement morts. Et puis on a beaucoup de transactions qui sont là pour flouer un petit peu, pour effacer les pistes, puisqu'il faut savoir que la blockchain Bitcoin est évidemment transparente, mais qu'il y a beaucoup de gens qui font des magouilles dessus, et donc qui vont essayer de mixer leurs transactions. Et donc c'est très compliqué de tracer exactement le nombre réel d'utilisateurs, savoir combien utilise le réseau Bitcoin pour se faire des transactions au jour le jour, etc. Pour le moment, ça me semble, pour moi en tout cas, qui n'ai pas énormément de compétences en informatique, qui ne saurait pas coder des choses comme ça, assez compliqué. Donc voilà, c'était les 4 hypothèses que j'ai tirées au fil de mes lectures et mes discussions avec des personnes du secteur autour de la valorisation possible de Bitcoin. Donc je vous invite à laisser votre hypothèse en commentaire si vous en avez une qui pourrait s'ajouter aux 4 précédentes. Une précision ou alors même un commentaire, une question, vous n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour vous. Si la vidéo elle vous a plu, vous laissez un pouce bleu, il n'y a rien de mieux pour m'encourager à recommencer. Et puis si vous ne voulez rien rater à la chaîne et à l'évolution qui avance doucement mais sûrement des vidéos, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour avoir la notification quand j'en sors une nouvelle. Et puis j'espère vous retrouver nombreux encore la prochaine fois. À la prochaine.